Regard croisé, deuxième partie, et nous restons toujours sur ce premier sujet qui fait tellement parler les amis sur le plateau. J'étais avec Rodrigue Arrigo par rapport, bien sûr, à ce choix de migration. On a vu des Togolais, hein. On a vu des Togolais qui, dans le temps, ça, dans les années 70, 75 à 85, quittaient le Togo pour la Côte d'Ivoire. On a vu des Béninois qui venaient à Lomé ici, des Ivoiriens aussi qui voyageaient. Voilà. Tout le monde voyageait. Les Américains qui venaient en Afrique, les Occidentaux, les Européens plutôt. Vous faire une nuance. C'est-à-dire, je voudrais qu'on dissocie le tourisme. Non, je ne parle pas du tourisme. De la migration dont nous parlons. Non, c'est-à-dire le Béninois qui vient au Togo. En fait. Non, je ne parle pas du Béninois. Le Béninois qui vient au Togo ne vient pas en tourisme. Il vient pour travailler. On a vu des Togolais, des Béninois qui sont dans les champs de cacao et c'est qu'on sont en Côte d'Ivoire. Également en Congo démocratique. Quand tu vas à Togo, il y a un quartier. Non, Mathieu, il y a une chose. Mais c'est un choix alors. C'est un choix, oui, c'est un choix. Bon, mais le phénomène dont nous parlons, ce n'est plus question de choix, mais c'est plutôt question de contrainte. Les gens sont poursuivis par quelque chose. Moi, je continue de pointer du doigt. Pour la plupart. Et imaginez ce que les gens dépensent dans ce voyage. Allez-y, imaginez ce que les gens dépensent dans ce voyage. Les gens mettent toute une fortune dedans. Et arrivé à un moment donné, vous avez lu quand même que sur les tombes, il n'y a pas de nom, il n'y a que des numéros. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aujourd'hui aller identifier Rodrigue, si tu me dis que quelqu'un a une fortune et a décidé de voyager, c'est un choix. Les gens économisent, les gens travaillent, matin, midi, soir, ils économisent. Parce que pour eux, c'est un sacrifice à faire pour aller retrouver l'Eldorado et connaître ce qu'on appelle le mieux-être ou le plein épanouissement. Parce que dans son pays, il est au chômage. Parce que dans son pays, il finit ses études, il devient producteur de taxi moto. Parce que dans son pays, il a du mal à se faire soigner proprement. Vous savez, le mal est là. Et je pense que nous devons toucher du chômage. On va écouter sur la question. L'aspect que tu abordes, c'est vrai, c'est une vérité. Il y a cette réalité aussi. Mais si tu arrives à faire une fortune dans le chômage, ça veut dire que chez toi, on ne doit pas te plaindre trop. Ça veut dire que ça va. Ça va. Ah oui, dans le chômage, ça veut dire que ça va. Ben, moi, j'aimerais plutôt parler de ceux qui vivent la misère de guerre. Qui fuient les conflits. C'est un pan de la chose. Ouais. Eux, ils n'ont pas le choix. Voilà. Ils veulent se sauver. Mais quand l'Occident ne veut pas les accepter, qu'ils aillent en Afrique. Il y a des pays en Afrique, ils peuvent choisir. Mais quand ils choisissent d'aller en Espagne, en France, en Italie et autres, ça veut dire que c'est un choix. Ils ont trouvé un moyen. Ils pouvaient voyager du Togo au Ghana et essayer d'investir là-bas. Mais ils ont choisi d'aller en Occident. Donc tout tourne autour du choix toujours. Et ils ont choisi de mettre leur vie en péril. En danger pour se sauver. Ok, moi je considère ça comme un choix qu'on doit respecter. Et les Occidentaux ne doivent pas empêcher les gens de circuler en Afrique après avoir foutu, excusez-moi le mot, la merde dans nos pays ici. Surtout en Libye d'ailleurs. Ah oui, c'est ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font en Libye là. Ils ont détruit ce pays et empêchent les gens de fuir même ce pays. C'est inadmissible. Donc c'est eux qui créent la misère chez nous. C'est eux qui nous imposent une économie inadaptée à nos réalités. C'est eux qui nous imposent la gouvernance dont tu parles tout de suite là. Une gouvernance inadaptée à nos réalités. Macabre. Catastrophique. C'est eux qui viennent foutre la merde, excusez-moi l'expression, si c'est terre à terre, mais c'est de la véritable merde, ce qu'ils foutent chez nous avec des armes qu'ils convoient à chaque fois. Ils créent des... Prenez Aboubakar Shekau, qui dirige Boko Haram ici, là. Lui, le bambin, là. Lui, qui le connaissait en Afrique? Qui le connaissait? Mais vous allez voir que les armes qu'ils utilisent maintenant, ce pas des armes fabriquées au Nigeria. Ces armes dépassent même la capacité militaire du Nigeria. Or, le Nigeria fait partie des armées les plus puissantes de notre sous-région. Mais on arme Boko Haram plus que l'armée nigériane. Et ça fait fuir les gens et ça leur permet de piller l'économie. De piller l'économie. Ils créent des conflits tout autour et ils pillent l'économie. Regardez au Mali. Mais à cause de l'or et autres, mais on déstabilise toute une région.
Et puis on pille simplement au nom de quoi, des missions, des forces d'interposition, patati patata. Non, mais vous faites cela et vous ne voulez même pas que ceux qui vivent ça voyagent, quittent, vous rejoignent. Mais aussi longtemps qu'ils maintiendront cette politique en Afrique, les gens viendront les envahir. Mais je suis d'accord. On va écouter. Ils peuvent faire le laisser mourir. Oui. Les gens vont chavirer, mais d'autres atteindront toujours la côte là-bas. Parce qu'ils le font volontairement. Ils laissent les gens mourir. Hein. Si vous voyez la Méditerranée là, la Méditerranée est surveillée 24 heures sur 24. Ouais. Avec des radars, avec des drones, avec des sous-marins qui circulent, qui nos côtés un peu partout. Et ils ont des satellites bien placés. Mais ils laissent les gens venir mourir. Et c'est à dire d'ailleurs que s'ils ne font pas chavirer ces navires volontairement à l'intérieur, puisque aucune enquête n'est diligentée, ils connaissent le départ. Ils ne peuvent pas nous dire qu'au moment où les gens prenaient ces embarcations-là pour quitter les côtes africaines, traversant la Méditerranée, ils n'étaient pas au courant pour les dissuader au départ. Mais ils les laissent venir et ils ne peuvent pas nous dire que si c'est une menace de guerre qui venait à traversant la Méditerranée, ils n'allaient pas savoir. Ça, c'est vite. Et ils le savent. Donc, ils laissent mourir. Et c'est à dire vraiment que c'est des gens qui volontairement font chavirer ces Rodrigo, en 30 la parenthèse, quand vous prenez un pays comme le Botswana, qui a des ressources premières internes, qui arrive à bien gérer ses ressources et distribuer de façon équitable les ressources et permettre le plein épanouissement et le bien, le mieux-être des populations. On ne parle pas assez des populations de ce pays-là qui s'adonnent à cette opération suicide. C'est là où moi je dis, tout ce que nous évoquons, tous les pans, parce que c'est un problème complexe, il faut quand même qu'on arrive à prendre les facteurs qui encouragent ce risque-là que nos compatriotes prennent. C'est très important. Vous savez, il n'y a pas que ça. Entre-temps, il y a des journaux. Et je me souviens que moi-même, j'avais produit un article là-dessus qui recrutait des Togolais au nord du Mali contre l'achat d'une moto, contre peut-être 200 000 ou 100 000 francs CFA. Le bonhomme dépose chez sa femme et il part. Parce qu'on lui dit, quand tu tiens les armes, tu gagnes ça. C'est parce que le bonhomme n'a jamais eu l'opportunité de gagner ce montant qu'on le lui présente comme Jésus-Christ de Nazareth ou comme Mahomet. Donc, il y a des angles de l'affaire. Nous allons faire notre part et les autres aussi doivent faire leur part. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Merci. Pourquoi choisir une côte libyenne? Là où je rejoins Dimas, c'est que avant, lorsque Kadhafi était là, ben, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Alors, peut-être que les gens voulaient faire du business, ils ont fait leur topographie, ils ont compris que sur le plan géostratégique, il faut détruire la Libye, asseoir ce commerce, parce que les passeurs n'existent pas que sur les côtes libyennes. Les passeurs, ils passent par, les migrants passent par les passeurs de la côte libyenne pour rejoindre des passeurs de l'autre côté en Espagne ou dans d'autres pays. Alors, quand vous prenez, par exemple, ce circuit, comprenez que c'est un vaste réseau. On y trouve des Africains, des Européens, des Américains, ou en tout cas, tous ces assoiffés de gains faciles. Sur la question... Oui, en fait, les intervenants ont dit beaucoup de choses intéressantes. Mais c'est-à-dire, moi, je reviens encore une fois sur la question de l'économie, parce qu'elle justifie beaucoup de choses. Elle justifie beaucoup de choses dans ce sens où, vous prenez par exemple, comment dit-on, le Nigeria, c'est une des premières économies en Afrique. Vous prenez par exemple la Libye. On sait ce qu'elle représentait en termes de potentiel au niveau des ressources pétrolières. Donc, lorsqu'on remarque ces choses, on a l'impression qu'il y a un complot tout derrière qui vise à saboter les fondamentaux de l'économie africaine. Et ensuite, lorsqu'on en arrive aux facteurs qui créent la misère, qui créent parfois aussi les conflits, qui poussent les gens à aller, je reviens encore à cette structuration de l'économie qui ne convient pas du tout à nos réalités. Vous allez prendre par exemple la production électrique. Nous avons le soleil gratuit chez nous, 365, je suis 365. Je ne comprends pas comment on peut continuer par investir par exemple dans des comment dit-on, dans des choses dans la production électrique à partir du pétrole. Ce n'est pas normal. C'est un scandale qu'on n'investisse pas, par exemple, dans de l'énergie solaire, alors qu'on en a gratuitement.
Alors on attend par exemple de la France venir en produire au Sahara pour en exporter. Mais ce qu'on a, c'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi on se tait face à ces réalités-là. Ils le font volontairement. Vous le faites. On va boucler le sujet. C'est intéressant ce sujet. Si on veut passer parce que cela nous touche, on sort maintenant un projet qui doit laisser l'Afrique ne pas dépendre de l'Occident. Ils ne sont pas d'accord. Ils vont tout faire. Ils vont saboter. Ils vont dire que là, non, ça ne trouve pas de financement. Non, il y a le FMI derrière, il y a la Banque mondiale. Vous avez dépassé votre taux d'endettement, patati patata. Emploi de la main des enfants, des choses. Pour vous bloquer. Et ils le font volontairement. C'est eux qui importent ces projets-là aussi et qui vous l'imposent et qui poussent. Mais c'est terrible. C'est vrai que les gens vont dire que moi, je dédouane les Africains, la mauvaise gouvernance et tout ça. Si nous prenons des pays comme le Mali et autres, là-bas, il n'y a pas question d'alternance là-bas. Peut-être au Togo, vous allez dire que patati patata, moi je défends Faure Gnassingbé, mais là-bas, on parle de la démocratie à la malienne. Une démocratie qui est en quelque sorte réussie, qui peut être citée en exemple ici. Mais pourquoi les gens fuient là-bas? Ce n'est pas obligatoirement une question de gouvernance là-bas. Vous voyez? C'est vrai que quelque part, il a cité Botswana et autres. Si vous voyez le Botswana, c'est un pays un tout petit peu gâté naturellement. La nature n'est pas rude contre les habitants là-bas. Mais il y a des endroits, si vous prenez l'Érythrée, à part la guerre, c'est un peu le désert. Vous prenez la Libye, le sud de Libye. Vous prenez le Mali, le Niger et autres. C'est le désert, le Tchad. Eux, ils sont obligés, vu la rudesse de la nature là-bas, de voyager, de bouger. On les aime, on les empêche de voyager. Et là où l'Occident est dangereux, et méchant et mauvais, c'est que on cherche les meilleurs en Afrique, on les trie. Pas question de loterie, visa, immigration choisie, et immigrer au Canada, patati patata. On fait tout. On rend nos pays tellement pauvres. On rend nos vies. Est-ce qu'on vous a forcé? C'est l'esclavage qui continue. C'est gratuit, non? On n'a forcé. C'est l'esclavage. Quand on vous met dans une condition, vous met dans une condition, vous ne pouvez que... C'est-à-dire qu'on vous a conditionné, quoi. Vous ne pouvez que réagir comme cela. Pas instinct de conservation, pas instinct de survie. Tu ne peux que vouloir changer de place. On fait tout. Regardez celui qui est tué la fois dernière. On cite les supporters de l'Algérie. À part après, ils ont dit que non, ce n'est pas eux, que c'est un malade mental qui l'a tué. Comme on l'appelle sous le tropique, élément incontrôlé. Vous voyez, non? Est-ce que vous pensez que ce monsieur-là n'a choisi que le gars-là qui milite pour la transparence dans l'exploitation minière en Guinée? Vous pensez que c'est lui seul que ce malade mental peut trouver? Mais aller tuer facilement comme ça. Ce qui veut dire que quoi? Celui qui veut faire bien en Afrique, on l'extermine rapidement. On l'extermine. Les preuves sont là. Et les preuves sont là. Vous regardez Thomas Sankara, par exemple. Les visions, on les a tous éliminés d'une manière ou d'une autre. Et vous voyez que quoi? Non, mais les Angolais là vont les rattraper là-bas en Occident. Mais ils ne vont que vivre des vies bizarres. Mais c'est inadmissible ce qui se passe là. C'est inadmissible. Ils ne peuvent vous pas détruire. Est-ce qu'on n'accuse pas à travers l'Occident? Mais tout ce que j'ai dit là, est-ce que ça n'a pas de sens? Non, mais ça a de sens, mais c'est pas aussi forcé, non? Qu'est-ce qui n'est pas forcé dans là-bas? L'immigration. On a vu d'autres pays, comme quoi? Rodrigue a cité Botswana. Vous pensez que si vous allez maintenant au Botswana, il n'y a personne qui voyage de Botswana pour aller rejoindre l'Occident? Non, il y a des gens qui voyagent. Il y a des gens qui voyagent pour les études. Non, ce que je dis, la différence ici, c'est quoi? Il y a des gens qui voyagent pour les études. On place ces mots et puis, il y a des gens qui voyagent. Comme là également, on passe au second sujet, on a tellement... Il y a des gens qui voyagent pour leurs propres besoins. Il y a des gens qui font des voyages d'affaires. Il y a des gens qui voyagent par contrainte. Ça c'est ce qu'on met dans... Parce que la personne aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas les moyens. Il y en a même qui n'ont pas leurs papiers. Ils voyagent avec des papiers, des fois frauduleux. Parce qu'il y a des services également qui se sont spécialisés en matière d'établissement de papiers frauduleux. Et donc, ils voyagent à base de... On vous dira, moi j'ai eu la chance de croiser, de recevoir en interview un migrant. Et il vous dira sur le parcours, chaque pays avec ses pièces d'identité. Et quand ils arrivent à franchir l'étape de la Méditerranée, on jette tout. On se retrouve comme un apatride. Et ce n'est qu'après, par des
des stratèges et tout, que si on arrive à choper par exemple un mariage, on se fait délivrer par exemple. Donc je vous assure que c'est ce que j'appelle. Vous avez l'anecdote du Togolais en Italie qui est fatigué. Il est fatigué du froid, il est fatigué de tout. Il dit je vais retourner. On dit non. Et ça va, il se livre à la police. On dit dégage ici. Non, c'est pas quand même amusant, c'est sérieux. Au fait, on va permettre à notre cher comme là de placer le mot et puis on passe au second sujet. Moi je pense qu'il faut quand même qu'on prenne connaissance. Il est vrai que les Occidentaux nous mettent les bâtons dans les roues, mais nous avons besoin de leadership visionnaire et éclairé pour transformer notre économie. C'est très important. Pour faire espérer les gens, les populations et les générations à venir. Il faut qu'on change de discours. Oui, Il faut que nos politiques changent de discours. Il faut redonner l'espoir à l'Afrique. Il faut montrer aux gens qu'on peut vivre en Afrique et être heureux. Merci Dimas, on passe au second sujet. La RD Congo gouvernement a conclu entre pro Tshisekedi et pro Kabila. J'espère que on est un peu à l'aise maintenant avec ce sujet. L'accord qu'on conclut, un accord, ce n'est rien de nouveau en Afrique. Maintenant, c'est la mise en œuvre de cet accord qui va amener la stabilité et la tranquillité dans ce pays. C'est vrai que tout le monde a appelé cet accord de tout vœu. On voulait réellement qu'il y ait cet accord pour que ce semblant de stabilité qui se trouve soit réel au Congo. Mais oui, l'euphorie est là. Oui, les gens ont salué cet accord. Mais nous, les observateurs, nous attendons la mise en œuvre de cet accord pour voir que réellement le lendemain sera meilleur pour le Congo. Rodrigue Arigo. Mais vous savez, il y a quelque chose que j'apprécie dans la façon avec laquelle Félix Tshisekedi est en train d'appréhender le sujet stabilité de la RD Congo. Et je pense qu'il est en train de poser des pas géants qui peuvent servir de cas d'école ailleurs. Vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez dans l'accord, vous avez 65 ministres pour les pro-Kabila et 45 ou 46 pour le camp de Félix Tshisekedi. Alors, il ne sait pas, il est le président de la République, il ne sait pas tailler la part du lion, mais il s'est basé sur la redistribution des cartes telles que les populations ont eu à l'exprimer à l'issue donc des élections qui l'ont conduit au pouvoir. Et donc parlant de la composition du Parlement ou du Sénat. Alors ça, ce sont des stratèges qui permettent quand même d'éteindre tout ce qui peut constituer des foyers de tension et qui vont peut-être remettre en cause cette paix qui a été vraiment cherchée comme, je dirais, comment vous l'appelez, dans une botte de foin. Voilà, dans une botte de foin. Et donc, c'est important de voir avec tact les pas que pose ce président qui est résolument engagé aux côtés de ces populations pour les amener à paix. Et quand vous parvenez à ce genre d'accord, ça remet en confiance tous les acteurs et ça permet également de s'accouder autour de l'essentiel pour mettre en déroute d'éventuels... vous savez, ça existe toujours, des gens qui ne seront pas d'accord avec cette façon de faire. Vous n'êtes sans savoir que la présidence même de Félix Tshisekedi continue d'être, comment dirais-je, enquiquinée par notre cher ami Martin Fayoulou. Maintenant, aujourd'hui, avec cet accord, c'est un Martin Fayoulou qui est encore mis en minorité. Et ça rétrécit ou ça resserre l'étau autour de lui et progressivement, j'avoue qu'avec cette allure-là, d'ici 1, 2, 3, voire 4 ans, Félix Tshisekedi aura relevé un grand défi et on va dire que ce sera un casting gagnant pour celui qui l'a choisi. Comme là. Je dis bien celui qui l'a choisi. Moi, tout le monde sait, c'est que des policiers là. En fait, moi, je ne vois pas tellement de stratégie dans la chose. Ah bon? Oui, j'estime que c'était un passage forcé, obligé. Mais quand vous avez l'exécutif et que... Mais il peut tout remettre en cause. Ce n'est qu'une parole politique donnée. Oui, et que vous n'avez... Au niveau du Sénat, vous et de l'Assemblée, vous n'avez pas beaucoup de
majorité, vous êtes mis en minorité, vous ne pouvez que composer. C'est il y a une chose, parce que la constitution de la RD Congo permet à Félix Tshisekedi, au titre de président de la République, de dissoudre le Sénat et l'Assemblée. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait, tout simplement parce qu'il sait là où il doit poser les bases pour stabiliser son pays. Il peut choisir aller en affrontement, il peut dissoudre, mais il ne sait pas ce qui se sera au lendemain des élections encore. Il n'a pas le monopole de la volonté. Il a l'appareil de l'État. Et surtout qu'en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Il a l'appareil de l'État. Mais par contre, je vous rejoins sur ce plan que ce serait un cas d'école. Et on n'a pas besoin de gouverner après avoir obtenu l'alternance dans l'exclusion. Ça ne peut que créer et réveiller les foyers de tension et raviver, comment dit-on, les conflits dans le pays. On sait d'où vient la RDC. Donc, c'est quelque chose que nous devons apprendre à travailler ensemble par le consensus pour avoir, comment dit-on, une vision commune, une vision partagée du développement dans la paix et dans l'apaisement social. Rodrigue l'a évoqué tout à l'heure que Fayoulou est mis. Mais est-ce qu'il a voulu s'inclure lui-même dans le processus? Est-ce qu'avec cet accord-là, on est à l'abri de ces soulèvements? Quand on sait que Katumbi est là, Fayoulou est là, il y a d'autres... Jean-Pierre Bemba qui semble être un peu muet. Vous savez, un royaume qui s'élève contre lui-même. C'est pour ça est voué à sa dislocation. Et donc, il a l'obligation de faire la paix dans son camp avant de pouvoir affronter les adversaires déclarés qui ne veulent pas faire son jeu. Et donc, les anciens amis. Oui, les anciens amis qui ne veulent pas du tout faire son jeu. Et donc, trouver la paix d'abord avec Kabila au sein d'un appareil d'État, au sein du gouvernement, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamental. Quand il le réussit, il a réussi. C'est pourquoi il a dit, je suis parfaitement d'accord avec lui. Ça, il a agi en bon stratège. Et vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est venu prendre le pouvoir pour faire des règlements de compte. La façon dont il pose les pas, il le pose avec beaucoup de tact, beaucoup de cœur, et surtout respecter la parole donnée ne fait que grandir un pays, ne fait que grandir un pouvoir. Et donc, le faisant ensemble avec Kabila, ça veut dire que ça va éviter les frustrations internes qui vont fragiliser son camp. Et après, maintenant, on peut faire le jeu politique, maintenant, à savoir que le pouvoir, la majorité gouverne et l'opposition est là pour pouvoir contrôler, tirer sur la sonnette d'armes et puis essayer de tout réglementer, quoi. Ça, c'est le jeu politique. Ça ne manquera jamais. Mais il faut d'abord faire la paix dans son propre camp d'abord. C'est ce qu'il a réussi. Rodrigue, avec cet accord-là, on peut dire que c'est fini, ce guerre-là entre Kabila et puis... Tu sais que dit? Non, vous savez, dans un premier temps, Joseph Kabila a pris un risque. Il a fermé les yeux, il a fait un choix. Aujourd'hui, c'est l'étape expérimentale de ce choix. Et au fur et à mesure que Félix Tshisekedi pose les pas, ça rassure l'autre qu'il n'est pas face à une situation qui risque de se retourner contre lui. Parce que jusque-là, Félix Tshisekedi respecte... vous allez suivre, on n'a pas vu un quelconque accord. Mais quand on suit les pas, on sait qu'il est en train de respecter certaines choses qui auraient été dites dans les coulisses avant son arrivée. Et donc, quand vous vous comportez ainsi, vous ne pouvez que rapidement démobiliser les autres. Parce qu'aujourd'hui, quand on arrive à cet accord avec un gouvernement, 6 mois après, qui va être composé, et voyez, par exemple, ceux qui vont arriver. Ça met en confiance les populations. Et demain, un Martin Fayoulou qui va appeler la dernière tentative. D'ailleurs, vous avez vu ce que ça a donné. Et lorsqu'il va vouloir encore reprendre, vous allez voir encore ce que ça va donner. L'essentiel ici, c'est ce que nos parents, nos grands-parents en Afrique nous ont toujours appris. Le linge sale se lave en famille. Parce que nous sommes frères, nous sommes condamnés à vivre ensemble. L'essentiel, c'est qu'on puisse arriver à parler le même langage, à mettre l'intérêt de la famille devant. C'est ce qui manque dans la plupart des États. On a un homme fort qui ne veut respecter personne, qui ne veut rien céder. On a de l'autre côté une opposition qui est têtue, qui ne veut rien donner, qui veut tout prendre ici et maintenant. Et avec tout ça, on n'avance pas. Mais lorsqu'on va apprendre à faire des concessions, peut-être 50-50, et là, Félix a perdu. Félix a perdu. Parce que quand vous prenez le nombre de ministres
que Kabila va donner, le nombre que lui il va donner. Mais là aussi, l'art de leadership, c'est qu'il sait aussi parler à ceux qui sont de son côté pour leur dire, écoutez, nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, c'est le pouvoir. Nous pouvons l'utiliser contre eux, mais ici tout de suite, donc, faisons économie de l'utilisation du pouvoir. La minorité là, au sein de l'appareil. Mais c'est une minorité puissante. Plus Félix. Plus Félix. Alors c'est un tout. Hein. C'est un tout. C'est un tout. Donc c'est très important. Et comme je le dis, il faut à un moment donné que cette leçon, notre prière, c'est que ça aboutisse, mais que ça serve ailleurs. Pour qu'on puisse... Parce que si on arrive, par exemple, à stabiliser nos États, je vous assure que ces Occidentaux qui viennent foutre la merde, comme Dimas le dit chez nous. Merci Rodrigue du Comblan, oui. Oui, en fait, comme il a dit quand il chutait, le linge sale se lave en famille. Et nous l'avons appris jusqu'au dernier jour. Et il y avait certains points de blocage. Et il a fallu que Félix invite Kabila à un dîner où les derniers points étaient liquidés et le gouvernement a été annoncé. Donc, il faut forcément un sursaut patriotique quand on est en position de force, quand on est à la tête de l'État, quand on est un leader politique. Il ne faut pas forcément ces intérêts immédiats qui ne font que traduire notre égoïsme et notre égocentrisme. Donc, il faut mettre l'intérêt supérieur de la nation en avant. C'est très important en politique. Une pause, l'info juste derrière. On se retrouve pour le 3e round de Regard Croisé.